Démantèlement de 3 bastions rebelles du MFDC dans l'extrême sud du pays. Des tirs à l'arme lourde se poursuivent depuis 10 jours. L'armée sénégalaise sur les derniers assauts de sécurisation, l'état des lieux sur le terrain avec Moussa Dramé à suivre dans cette édition d'information. Réaménagement des horaires dans l'élémentaire. L'IA de Dakar suspend les cours de l'après-midi. Coronavirus oblige. Le CELS approuve mais juge insuffisante cette mesure. Le syndicat déplore le non-respect du protocole sanitaire et l'absence de dialogue entre la tutelle et les enseignants dans la lutte contre la Covid-19. Pendant ce temps, c'est l'accalmie à l'UGB. Les restaurants sont rouverts, les étudiants ont levé leur mot d'ordre de grève. Licenciement de plus de 50 agents par Bolloré. Le syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal dénonce, juge ce licenciement abusif et parle de non-respect du code du travail. Le syndicat compte saisir la justice. Et puis sur l'international, le gouvernement ivoirien se veut rassurant face à une menace terroriste qui guette le pays. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec ce démantèlement de 3 bastions rebelles du MFDC dans l'extrême sud du pays, dont la base de Sinkoun, héritée du PAIGC de la Guinée-Bissau lors de la guerre de libération contre le colonisateur portugais. Des tirs à l'arme lourde se poursuivent depuis 10 jours. L'armée de l'air, la marine et les troupes du sol sur les derniers assauts de sécurisation. Le processus de paix dans l'impasse, le temps passe et efface les derniers motifs de signature d'une paix définitive en Casamance. État des lieux sur le terrain avec vous, Moussa Dramé. Ces opérations de sécurisation dans l'extrême sud du pays ont démarré depuis le 26 janvier dernier. Selon un communiqué en date du 28 janvier 2021 signé par le colonel Matar Diop, directeur de l'information et des relations publiques avec les armées d'IRPA, cette initiative répond à un triple objectif. D'abord, neutraliser les éléments armés qui ont pris refuge dans cette zone pour perpétrer des exactions contre les populations civiles. Ensuite, poursuivre l'accompagnement sécuritaire du retour des populations longtemps déplacées. Et enfin, de lutter contre les activités illicites de ces bandes armées, notamment la culture et le trafic de chanvre indien, la coupe illégale de bois et la contrebande de marchandises. Les forces armées sénégalaises ont déployé des moyens lourds de frappe contre les bandes armées nichées en zone de frontière avec la Guinée-Bissau. Jusque tard dans la soirée hier, des tirs au mortier étaient perceptibles dans les communes de Adéane, Kaour et les villages de Mangakunda, Barkabanan, Senghor et Memagoudamp. Aucun bilan humain n'est encore disponible, mais déjà, mercredi, les bastions rebelles dénommés la 2, la 9 et Sikoun sont démantelés par l'armée selon une source sécuritaire bien renseignée. L'avion de reconnaissance survole l'espace en permanence en appui aux troupes au sol, alors que des éléments de la marine sénégalaise mènent des patrouilles sur les différents cours d'eau en veille sentinelle contre le mouvement des bandes armées. Aucune panique générale n'est constatée au sein de la population civile qui, bien au contraire, espère retrouver bientôt la tranquillité. Toutefois, le chef de guerre du nom de Adama Sané, commandant la base de Sikoum, promet le retour de ses hommes pour reprendre le contrôle de sa base, une base héritée du PAIGC de la Guinée-Bissau depuis la guerre de libération contre le colonisateur portugais. Dans un tout autre registre, le processus de paix en panne depuis 6 ans aura ouvert un boulevard à une pourriture sociale sur le terrain, alors que beaucoup caressaient déjà l'espoir d'une signature définitive de la paix en Casamance. Mais peut-être que le feuilleton en cours donnera une nouvelle orientation vers la cessation définitive des hostilités dans cette région méridionale en proie à une insurrection indépendantiste depuis plus de 36 ans. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, un peu plus d'une semaine après les opérations de sécurisation menées par l'armée le long de la bande frontalière avec la Guinée-Bissau, difficile d'établir un bilan de cette offensive de l'armée dans un contexte d'accalmie souvent prisonnière d'une paix armée. Ignace Dey. L'exercice pour établir un bilan exact des opérations est d'autant plus délicat que ces opérations de sécurisation menées par l'armée se poursuivent toujours dans la zone, une zone supposée bastion rebelle. Un grand mystère entoure cependant encore le bilan de ces opérations menées par l'armée sénégalaise, même si des sources avancent que cette offensive de l'armée a fini par chasser les bandes armées de leur base démantelée à l'image de la mythique et historique base de Sikoun qui serait tombée sous le coup d'intenses bombardements de l'armée. Combien sont-ils aujourd'hui les éléments armés qui ont péri dans ces intenses bombardements de l'armée ?
Cette sempiternelle interrogation reste encore sans réponse. Et c'est surtout la posture des bandes armées qui rend beaucoup plus difficile cette réponse. Car ces bandes armées ne laissent jamais leurs morts, encore moins leurs blessés sur place dans les champs de bataille. Ces éléments armés préfèrent les amener loin, très loin, pour les soigner et les réserver une sépulture à leur guise. Appliqués à cela, ces éléments armés tentent souvent d'éviter que leur décompte macabre soit utilisé comme une arme de propagande pour leurs ennemis. De l'autre côté également, l'armée, la grande muette, reste complètement muette. Une évidence cependant, la zone est en train d'être ratissée, sécurisée au grand bonheur des populations déplacées qui en avaient émis la grande aspiration dans ce contexte d'accalmie. Une accalmie en Casamance souvent prisonnière d'une paix armée. Une paix armée, oui, parce que ce conflit casamançais est un exemple typique, voire particulier, où la paix veut se construire sans désarmement. Dans cette crise tridécennale, les éléments rebelles supposés appartenir au MFDC n'ont jamais été désarmés. En clair, n'ont jamais déposé les armes. Même ceux qui ont affiché leur ferme volonté de cheminer vers la paix marchent avec leurs armes en bandoulière. D'où la complicité de la situation dans cette partie sud du pays qui tangue souvent entre espoir d'une paix et escalade de violence. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, 6h50 dans nos studios ici à Dakar, au ministère de l'Éducation nationale. Nous allons parler du réaménagement des horaires à l'école, dans l'école élémentaire. Coronavirus oblige, à partir du 8 février, les cours de l'après-midi, du mardi et du jeudi sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les heures de travail sont réaménagées du lundi au vendredi. Les classes seront ouvertes de 8h à 14h et le vendredi ce sera de 8h à 13h. Une décision prise par l'inspectrice d'Académie de Dakar, Khadijatou Diallo, à travers une circulaire en vue de limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants des écoles élémentaires, du public comme du privé. Et puis une mesure appréciée positivement mais jugée insuffisante selon le CELS. Le plus important reste le respect des mesures barrières dans les établissements. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal déplore également l'absence de dialogue entre le ministre de l'Éducation et les organisations syndicales de l'enseignement dans le combat contre le nouveau coronavirus. Il y a lieu de renforcer le dispositif sanitaire, le suivi, évaluation dans les établissements, mais surtout le dialogue social entre le ministère et les partenaires sociaux. Écoutons Souleymane Diallo, secrétaire général national de CELS, au micro de Aïssatou Gueba. Nous la apprécions positivement dans la mesure où elle entre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans les établissements scolaires. Voilà, maintenant nous la trouvons insuffisante dans la mesure où il ne suffit pas seulement de réaménager les horaires de travail ou d'enseignement-apprentissage, mais le plus important pour nous, en tant qu'organisation syndicale, donc c'est le respect des mesures barrières dans les écoles. Et là, je pense que le constat est unanime. Dans la plupart des établissements, les mesures barrières ne sont pas respectées. Donc, nous doutons de l'efficacité de cette mesure si les mesures barrières ne sont pas respectées dans les établissements. Par ailleurs également, nous déplorons l'absence de dialogue social entre le ministre de l'Éducation nationale et les organisations syndicales de l'enseignement relativement à la lutte contre la Covid. On se rappelle bien, l'année dernière quand même, il y avait eu des échanges, il y avait eu un dialogue social, des rencontres régulières entre le ministère et les syndicats pour échanger sur les mesures à prendre pour combattre la Covid dans les établissements. Cette année, jusqu'à présent, aucune rencontre entre le ministère et les syndicats n'a été tenue pour essayer de voir ensemble comment combattre cette Covid. Non, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de renforcer d'abord le suivi évaluation dans les établissements, renforcer également donc le matériel en termes de masques, en termes donc de gel, dans la mesure où la distanciation n'est pas possible dans le public, mais c'est également renforcer le dialogue social entre le ministère de l'Éducation nationale et les partenaires sociaux pour qu'ensemble qu'on puisse échanger, essayer de voir quelles sont les mesures les plus efficaces pour combattre la Covid-19 dans les établissements scolaires. Et c'est ce que nous ne constatons pas jusqu'à présent, et ça vraiment nous le déplorons. Et c'est l'accalmie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants ont levé ce jeudi leur mot d'ordre de cessation des activités pédagogiques. Les restaurants universitaires ouverts, un mécène y aurait payé les tickets des journées sans tickets, donc récemment décrétés par les étudiants. Ces derniers ont également donné leur point de vue sur ces GST. Entendez par là ces journées sans tickets qui constituent une arme pour leurs revendications.
Les détails avec Yves Tendeng. Le calme est bel et bien revenu au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis où la coordination des étudiants a levé son mot d'ordre de cessation des activités pédagogiques et ce au lendemain des affrontements qui les ont opposés aux forces de l'ordre. Une décision qui fait suite à la réouverture des restaurants universitaires. Sur place, pour la plupart des étudiants, la satisfaction et la fierté restent les sentiments les mieux partagés. Aujourd'hui, on est vraiment fiers de notre commission, de notre CELS, qui a vraiment mené un combat très digne de ce nom pour pouvoir aboutir à cette satisfaction. Parce que les étudiants ont été injustement privés de la restauration et c'est une chose qu'on a déplorée et qu'on s'est mobilisé derrière la coordination des étudiants de Saint-Louis. On a porté le combat et aujourd'hui on a eu gain de cause. C'est vraiment une fierté. Ils ont fermé les restaurants et ça ne nous a pas plu. On est sorti sur la nationale, mais heureusement pour nous, il y a eu des interventions et on a trouvé que les restaurants sont ouverts. Maintenant, on est là, louange à Dieu. Cet étudiant, lui, ne cache pas du tout son calvaire vécu lors de cette fermeture des restaurants universitaires. Vraiment, nous avons souffert. Nous avons extrêmement souffert parce que vous imaginez, si les restaurants sont fermés, les prix sont chers au niveau du campus social, donc ça n'a pas été facile pour nous, franchement. C'était quelque chose de très difficile pour nous parce que vous savez, les conditions sont très difficiles au campus. Et être privé de la restauration dans les restos publics, c'est quelque chose de vraiment que les autorités ne devraient même pas penser. Interrogé cependant sur la question des journées sans ticket ou JST, ces étudiants de l'UGB de Saint-Louis de nous faire savoir qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Si les étudiants ont senti la nécessité vraiment de décréter des JST, c'est parce qu'il y a la nécessité de le faire. Parce que les conditions de vie au campus pour les étudiants se dégradent de plus en plus. Et les autorités n'ont pas pris les mesures adéquates pour pouvoir solver la situation. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, parlons tout à fait autre chose. Licenciement de plus de 50 agents par Bolloré. Le syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal affilié à l'UDTS dénonce, juge ce licenciement abusif et parle de non-respect du code du travail. Le syndicat compte saisir la justice. Ils ont fait face à la presse. Mor Diop, secrétaire général du syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal avec El Hadji Moussa Dia. Nous dénonçons avec notre dernière force ce que Bolloré est en train d'opérer au Sénégal, qui est un licenciement abusif, arbitraire et taillé même sur mesure. Bolloré Sénégal a perdu ce qu'on pourrait appeler le marché oil-gaz, que l'État a pu favoriser les nationaux et nous sommes en phase avec l'État du Sénégal. Je rappelle que les travailleurs de Necotrans sont au nombre de 112 mères et pères de famille. Maintenant, Bolloré a pu brandir un motif que nous contestons et que jusqu'à présent on n'a pas encore apporté la preuve de la contradiction. Nous l'avons contesté à la direction générale de Bolloré. Nous l'avons également contesté devant l'inspecteur du travail lors de la séance des bons offices et jusqu'à présent ils ont du mal à nous prouver le contraire. Bolloré a licencié d'une manière abusive, arbitraire et taillé sur mesure 57 mères et pères de famille. Et ainsi, il y a également 5 délégués du personnel que Bolloré est en train de demander le licenciement. Le nombre de collèges est à 10. Les 5 délégués du personnel, ce sont les délégués qui ont pu s'opposer par rapport à ce plan nébuleux lors des séances de réunion au niveau de la direction de Bolloré. Il y a d'autres délégués qui ont appliqué ce qu'on appelle la politique de siège vide. Ils n'ont pas voulu venir. Eux, on leur a épargné ce licenciement. Ceux qui étaient en face de la direction pour défendre très bien les travailleurs, c'est eux qu'on a ciblé pour le licencier. L'ordonnance 04-2020, que nous nous rappelons très bien, qui a été signée par le président Macky Sall, disait qu'en temps de pandémie, on ne doit pas licencier les travailleurs, sauf par faute lourde ou faute grave. Nous sommes désolés de le dire, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction venant de nos autorités. Et ce cas similaire s'est déroulé au niveau de la RDC. Ce qui est sur ce dossier sera en contentieux. Nous allons essayer ça en justice. On ne va pas baisser la garde. Nous avons une parfaite conviction que le droit sera dit.
Sud International. Qui nous mène en Guinée, c'est un réquisitoire au vitriol qu'Amnesty International vient de dresser contre le gouvernement guinéen pour de nombreuses violations des droits humains. Dans un rapport rendu public mercredi, l'ONG britannique indique que les prisons guinéennes sont devenues des mouroirs où des détenus ne bénéficient d'aucune protection. Des accusations balayées par le gouvernement qui parle d'un rapport unilatéral fondé sur des éléments erronés. Et puis le gouvernement ivoirien se veut rassurant face à une menace terroriste qui guette le pays. La Côte d'Ivoire serait dans les viseurs du groupe islamique Al-Qaïda, selon Bernard Emier, le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure française. Face à cette menace plus ou moins évidente, les autorités ivoiriennes disent maintenir la vigilance permanente. Et donc dans nos prochaines éditions, vous retrouverez Justin Asselé, notre correspondant à Abidjan. Voilà Maria, c'était l'essentiel de l'actualité. C'était l'essentiel de l'actualité. C'était l'essentiel.